Bonjour et bienvenue. Bienvenue à la 18e édition de l'Explore Summit et la deuxième édition sous les couleurs de 2050 Now, la maison. Je m'appelle Julia Sibert, je suis journaliste tech et sciences et c'est un immense plaisir de vous accueillir ici à la Station F pour cet événement. Un événement qui a pour but, vous le savez, de vous présenter l'offre Global Trends, pour continuer à déterminer ensemble quelles sont les grandes tendances technologiques, pour ensuite identifier les meilleures innovations, mais surtout les meilleures pratiques à mettre en œuvre dans les entreprises. L'Explore Summit, vous le savez, ça se passe à l'issue d'un long travail de captation de près de 3000 innovations à travers le monde, des innovations que vous retrouvez ensuite dans un ouvrage qui s'intitule cette année Regenerate the Future. Ce livre, c'est un outil de travail, c'est un décryptage pour action, tourné donc vers les solutions pour tenter de comprendre comment déployer les initiatives les plus prometteuses en termes d'usage et de développement durable. Et nous aurons d'ailleurs le plaisir de vous offrir une copie de ce livre à l'issue de la matinée. Alors, de ces 3000 innovations, 100 sont ensuite retenus pour identifier les grandes tendances, qui seront d'ailleurs présentées dans un instant par Sylvain Louradour. 10 lauréats sont ensuite récompensés tout au long de cette matinée, et vous le savez, un seul aura le plaisir et la joie de remporter le Grand Prix, qui sera d'ailleurs remis par Mamadou Dembélé, le créateur du compte Instagram Impact Story. Alors pour voter, c'est très simple, il vous suffit en fait de scanner le QR code qui est juste derrière moi. Vous pourrez voter tout au long de la matinée au fur et à mesure que vous découvrirez ici sur scène les différentes innovations. Alors cette cérémonie des awards, elle est également ponctuée de débats et d'interviews sur des thématiques chaudes du moment, et c'est d'ailleurs ce qui fait son originalité. Des décryptages, des mises en perspective venant de scientifiques, d'académiques, mais aussi de personnes de terrain, comme Romain Troublé, vous le savez, aventurier, directeur général de la fondation Tara Oceans, qui viendra pour la deuxième année consécutive nous parler de sa dernière expédition, la Tara Polar Station. Ne loupez pas aussi notre débat autour de l'impact de l'intelligence artificielle sur notre société, un autre sur la fragilité, mais aussi la robustesse de la biodiversité, une conversation aussi autour des savoirs autochtones pour un futur plus durable. Et en clôture, un entretien exclusif avec Armelle Haroux, directrice de la communication de l'UNESCO, qui viendra nous parler du projet Green Citizens. Voilà, vous avez le programme de la matinée. Tout de suite, en ouverture de ce summit, merci d'accueillir Karen Fortin, directrice générale de 2050 Now, la maison. Bonjour Karen. Bonjour Julia, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous pour donc l'ouverture de cette 18e édition. Peut-être, pourquoi ce rendez-vous tout simplement, l'Explore Summit? Pourquoi avoir pensé cet événement? Alors l'Explore Summit, c'est un moment où on rassemble tous les acteurs de l'innovation, que ce soit des directions d'innovation, directions de recherche, des entrepreneurs, des startups, des experts de la data, de la tech, de l'IA. L'objectif est de créer un temps d'échange, de réflexion, d'exploration autour des innovations issues du monde entier. C'est un moment pour s'inspirer, un moment pour questionner nos certitudes et imaginer des nouveaux modèles possibles. Cette matinée, déjà, je vous remercie tous et toutes d'être là, mais je tiens à remercier chaleureusement Sylvain Louradour et Marcus Godard pour l'orchestration de cette matinée. À l'issue de cet événement, tu l'as dit Julia, vous aurez le livre qu'on a appelé cette année Regenerate the Future, où vous allez pouvoir continuer ce voyage, explorer sans innovation 80 interviews d'experts qui vont décrypter ces tendances. Voilà, et on en discutera justement un petit peu plus en détail tout à l'heure avec Sylvain également. Global Trends, c'est une solution de la maison. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus sur ce qu'est justement la maison ? Alors, la maison, à 2050 Now, la maison, je l'ai bâtie comme la maison des nouveaux modèles. Nous sommes aujourd'hui dans une société qui change, dans une société qui se transforme. Nos façons de consommer, nos processus de production, la façon de travailler et même de vivre ensemble, tout est en train de changer autour de nous aujourd'hui. Et donc, l'objectif de la maison, c'est de rassembler des acteurs économiques, scientifiques et créatifs pour imaginer ces modèles, les modèles de demain.
Le rôle de la maison, c'est de proposer une palette de solutions, des solutions concrètes pour accompagner ces transformations de modèles, et Global Trends en fait partie. Alors justement, quels sont ces outils, ces solutions que propose la maison ? Donc effectivement, nous avons plusieurs solutions. On est connu aussi sur tous les sujets de formation pour travailler sur les compétences de demain. On a développé des ateliers prospectifs pour aider vous, managers, dirigeants de vos organisations, à imaginer le futur de vos industries, le futur de vos métiers. On propose aussi des do tanks, donc c'est notre spécialité. On est vraiment dans le do, dans l'action, dans le concret, des coalitions d'action autour de filières ou autour des métiers de demain. Donc on lance notre prochain do tank autour de l'IA et le futur du travail. Et puis on rassemble lors d'événements, des cocktails débats, des dîners thématiques, l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Et je crois savoir d'ailleurs qu'à vos côtés, vous avez de nombreuses entreprises très engagées. Tout à fait. Et effectivement, tout ce qu'on produit au sein de la maison, c'est co-construit avec l'ensemble de nos partenaires, des partenaires scientifiques. Je remercie le CNRS, HEC, PSL, on a la Bocconi, pas mal d'acteurs académiques et scientifiques, mais aussi et surtout les entreprises qui nous soutiennent. Donc je remercie LVMH, SNCF, BNP Paribas, Caisse des dépôts, Engie, BCG, BETC, Veolia et plein d'autres qui nous soutiennent. Alors pourquoi est-ce que la maison invite-t-elle à explorer l'innovation spécifiquement ? Donc je suis persuadée, je suis convaincue que l'innovation est une clé pour transformer nos modèles actuels, souvent dépassés par les enjeux écologiques et les enjeux sociétaux. L'innovation permet de tester, de réinventer, de prototyper, de nouvelles façons d'agir et de produire. L'exploration nous pousse à voir plus loin, à créer, à oser. Et souvent, j'aime bien emprunter cette citation de Peter Drucker, que je pense que vous connaissez tous, qui dit « La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer ». Donc, j'espère que cette matinée contribuera à vous inspirer, à imaginer ensemble un futur régénératif et à faire émerger des solutions concrètes pour transformer nos modèles. Et à vous rendre donc acteur. Merci infiniment, Karen Fortin, je pense qu'on peut l'applaudir. Merci à tous, c'est un très bel événement. Voilà, je vous le disais en introduction, tout de suite, on va découvrir justement les Global Trends 2025 avec Sylvain Louradour, le VP Chief Creative Officer de 2050 Now, la maison. Merci de l'accueillir. Bonjour, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Donc, nous allons explorer l'innovation, c'est le tour de monde de l'innovation en quelques minutes. Donc évidemment, c'est toujours compliqué, mais j'ai un timer ici qui va m'aider. On est à 24 minutes 47, donc on va commencer tout de suite. Et avec une méthode, tout commence par une méthode, c'est la méthode GRID. Donc ça, c'est une méthode qui vraiment nous permet de capter l'innovation de façon exclusive. D'abord, c'est global. Global, ça veut dire que nous captons l'innovation sur tous les continents et dans tous les secteurs, en partant du principe que l'innovation ne se situe pas forcément à la Silicon Valley, mais qu'on peut avoir de belles idées partout dans le monde, au Pérou, au Kenya, en Islande, au Groenland. Relevant, c'est-à-dire que nous captons des innovations qui sont en phase avec les enjeux des organisations. Insightful, nous essayons toujours de prendre un pas de côté, un peu d'esprit critique. On essaie de jamais être victime des buzzwords, le métaverse il y a 3 ans, l'IA générative, etc. On a toujours un peu une sorte d'esprit critique constructif, évidemment, pour juger ces notions. Et puis diverses, parce que nous aimons le côté conversationnel, nous aimons le côté pluridisciplinaire. Et donc, il n'est pas rare que sur tel et tel sujet, nous prenions l'avis d'un scientifique, d'un entrepreneur, d'un artiste, d'un designer, d'un philosophe, anthropologue, sociologue, etc. Nous essayons d'être à la croisée des mondes du savoir. Regenerate the Future. Donc évidemment, le titre est un petit peu paradoxal d'emblée. Nous allons en parler avec Emma Karenini, philosophe, tout à l'heure. Mais on peut tout de suite dire que régénérer le futur, ça paraît un peu étrange, puisque le futur n'a pas encore eu lieu, par définition.
Donc qu'est-ce qu'on régénère? C'est finalement notre vision du futur, hein, c'est notre imaginaire, puisque tous nos actes, nos changements de modèle, nos actions sont guidés par une certaine vision du monde. Et donc évidemment, en régénérant cet imaginaire du futur, nous allons pouvoir régénérer nos modèles, nos imaginaires et nos actions. Cette année, les tendances s'articulent en 3 moments. 3 épisodes, donc vous les retrouverez dans le livre aussi. C'est Rethinking sur l'IA, Rewilding sur la biodiversité et Remodeling sur justement ces nouveaux imaginaires dits régénératifs. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent nous permettre de régénérer nos actions et nos modèles. Alors commençons par une citation de notre ami David Lynch, qui a toujours des citations que l'on peut interpréter comme on veut en fait. Mais je vous propose celle-ci aujourd'hui. Lui, il nous parle d'un donut, et en fait, ce qui constitue le donut, c'est le trou du donut. Évidemment, c'est ça qui en fait un donut. Et paradoxalement, eh bien, il faut qu'on reste attentif à la matière du donut et non pas au trou du donut. Pourquoi? Ça, c'est peut-être une invitation à se méfier des concepts ou des idées un peu fumeuses, un peu vides de sens, mais de se concentrer sur la vraie matière. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons voir sur chacune des slides des initiatives qui existent réellement, de start-up, d'ONG, d'organisations gouvernementales, etc. Tout ce que vous allez voir existe réellement. C'est du concret. Alors commençons par la première partie, Rethinking sur l'IA. Quel problème pose l'IA? L'IA, évidemment, c'est le problème de la pensée. Comme vous avez de l'eau au robinet à flux tendu, l'électricité à l'interrupteur, etc., là vous avez maintenant de l'intelligence à flux tendu dans votre ordinateur. Donc ça nous oblige à repenser notre façon de penser. Et donc c'est en repensant l'IA que nous pouvons essayer de mieux penser avec l'IA. Donc ça, évidemment, dans le livre, c'est développé avec des experts, avec aussi des études. Mais là, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur quelques-unes de ces innovations en lien avec l'IA. Alors, on en a choisi des plus surprenantes pour éviter ce que vous connaissez déjà. D'abord, avec l'IA, signalons qu'elle se caractérise par la puissance et la précision. Et puis, elle peut mener des opérations très, très complexes d'elle-même. Par exemple, ici, c'est une innovation japonaise, donc le Picto Fusée, c'est pour dire que c'est une start-up, vous verrez plusieurs origines de ces projets. Eh bien, elle est capable de reproduire tout le schéma de recherche d'une équipe de scientifiques, de la modélisation d'un LLM dédié jusqu'à la littérature finale des comptes rendus de cette recherche. Donc ça peut s'appliquer à tous les champs de la recherche. Plus étonnant encore, c'est cette innovation qui nous vient de Chine, donc laboratoire de recherche à l'origine, et elle est capable de prédire le point de bascule d'un système complexe. Donc évidemment, à quoi ça sert? Un système complexe, ça peut être un écosystème, ça peut être aussi une ville, le moment où l'électricité va tourner en blackout. Comment prédire ce système complexe? Comment prendre les mesures? Eh bien, c'est ce que propose cette innovation. Et puis aussi, l'IA peut nous servir dans un usage plutôt positif de sparring partner pour débugger, pour débunker les fake news. On en a parlé beaucoup des fake news dans les tendances précédentes. Et là, on en a trouvé une innovation qui est assez intéressante puisque, vous avez une belle photo de Terre plate. Il faut savoir que 9% des Français pensent que la Terre est plate. Et je crois que le chiffre mondial, c'est 16% de la population. Donc il y a encore du travail d'explication. Et c'est vrai que ça peut être un peu fatigant, décourageant de toujours avoir à expliquer face à des platistes que finalement non, la Terre peut être sphérique. Eh bien, l'avantage de ce chatbot, c'est que lui n'est pas du tout fatigué et qu'il va reproduire les arguments pendant des heures et des heures jusqu'à faire changer d'avis les personnes qui sont adeptes d'une vérité qu'on peut dire parallèle. Et les taux de conversion des opinions de ces personnes sont très impressionnants. On atteint 40% de personnes qui changent d'opinion grâce à ce chatbot infatigable. Et l'IA, c'est aussi quelque chose qui, de plus en plus, vous le savez évidemment, se nourrit de data. Et quand on parle de data, on parle aussi souvent de jumeaux numériques. Les jumeaux numériques souvent utilisés dans l'industrie, pour l'automobile, l'avion, etc. Mais aussi pour les humains. Donc évidemment, on sait déjà qu'on peut cloner notre personnalité sous forme d'avatar visuel, mais aussi on peut le cloner sous forme d'avatar de nos talents, nos skills, les soft skills, hard skills, etc. sont clonés, sont réduits à des data ou sont considérés comme des data. Eh bien, cette agence vous propose de vendre les services de votre clone numérique, de votre clone de talent à d'autres entreprises. Donc vous pouvez travailler dans une entreprise et puis votre clone numérique va aller travailler dans une autre entreprise et comme il est sécurisé par l'IA et la blockchain, eh bien vous êtes rémunéré 2 fois plus, en quelque sorte, avec votre clone humain digital. Et enfin, on va terminer cette partie sur la façon de penser par des initiatives qui sont en marge de l'IA, parce qu'évidemment on parle beaucoup d'IA et d'ailleurs dans le livre vous verrez
on décrit l'IA sous différentes espèces, c'est-à-dire que c'est une sorte de zoologie de l'IA qui est proposée, et on parle évidemment de l'IA générale, de l'IA agentique, de l'IA éthique, spécialisée, on en parle beaucoup, les interviews de Luc Julia y reviennent, etc. Mais là, pour terminer, on va voir deux innovations qui sont sur l'intelligence, un peu dégagées de l'IA. Donc là, vous avez sous les yeux des organoïdes, vous en avez 4, qui sont reliés, là vous voyez, et en fait ce projet relie 16 organoïdes. Donc la définition la plus simple d'un organoïde, c'est un mini-cerveau cultivés en laboratoire. Voilà, donc c'est des cellules humaines cultivées en laboratoire. Ces cerveaux sont reliés entre eux, donc il y en a 16, et ils constituent un ordinateur biologique. C'est ce qu'on appelle le wetware, de l'anglais wet, humide. Donc on a le software, le hardware, et là on a le wetware, qui est donc une sorte de spin-off de l'IA, mais sous forme biologique. Donc ce genre d'innovation, évidemment, nous interroge sur notre rapport même à l'intelligence et nous conduit à repenser la façon dont nous nous servons de notre cerveau. Et la toute dernière innovation de cette partie, qui là encore prend un pas de côté par rapport à l'intelligence, par exemple l'intelligence générale qui voudrait imiter le cerveau humain, avec ses milliards de connexions, le modèle opposé quasiment, c'est une sorte d'intelligence frugale qui se situe dans ce matériau là que vous voyez, qui est une sorte de gel hydroalcoolique, ça ressemble vraiment à rien, c'est comme un blob. Eh bien, ce gel est capable de jouer à Pong, donc ce jeu, évidemment, que vous connaissez, jeu primitif, le premier des jeux vidéo, 1972. Et donc, cette intelligence-là est capable de jouer à Pong. Donc, c'est évidemment pas une prouesse extraordinaire, mais c'est déjà le début de quelque chose. Et nous, on aime bien toujours se projeter. Donc, évidemment, l'intelligence qui serait réduite, qui serait logée dans ce gel, peut-être ouvrir le monde d'une intelligence qui serait dans les meubles, dans les tables, etc. Pourquoi finalement avoir des devices particuliers alors que l'intelligence comme ça peut se loger dans des matières et des objets autour de nous? Ce qui conduit ce genre d'innovation à nous poser des questions, évidemment, entre la biologie et la tech, et nous introduit à la deuxième partie, rewilding. Donc, réensauvager le monde, il y a plusieurs interviews dans le livre, comme vous le verrez, qui en parlent très très bien. Et là, nous allons commencer par une innovation qui est spectaculaire de ce point de vue-là. C'est littéralement la nature qui pilote la technologie. Pourquoi? Là, vous avez un champignon. Alors apparemment, il est très bon au carpaccio, il parfume bien les risottos, etc. Mais surtout, il faut l'imaginer aux commandes de ce petit robot, comme un pilote dans un avion. Et ce champignon est capable de piloter ce robot. Tout à l'heure, vous verrez l'initiative en détail avec des vidéos, c'est tout à fait spectaculaire. Voilà, donc ça c'est vraiment l'innovation symbole de la nature qui peut comme ça avoir un usage particulier en pilotant littéralement un robot. Donc quels usages à inventer, ça nous le verrons tout à l'heure. Et puis une initiative, alors à partir de la nature évidemment on peut imiter la nature, tout ce qui est bio-inspiration, biomimétisme. Et ici par exemple, vous voyez c'est une sorte d'hélice, d'équipement qui peut équiper n'importe quel bateau, en fait, qui est inspiré des nageoires des baleines et qui permet de gagner 20% d'énergie sur un bateau. Donc c'est quelque chose d'assez frugal, mais simplement en s'inspirant de la nature, eh bien, on peut mécaniquement, comme ça, réduire l'énergie d'un bateau. On peut aussi s'inspirer de la nature pour des choses qui sont bien plus fines, qui sont bien plus indécelables. Par exemple, s'inspirer du système olfactif des insectes. Donc là, vous avez une magnifique photo d'insectes en gros plan. Alors je trouve ça très beau, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que ça donne naissance à cette innovation qui est Sentient Bio et qui est un processus de captation chimique très très rapide, qui est inspiré donc, du système olfactif des insectes et qui permet de détecter des failles dans le domaine alimentaire, dans le domaine environnemental et aussi de la santé. Donc on peut s'inspirer de la nature de diverses façons. La nature, on peut aussi tenter de la reproduire avec, par exemple, cette zone humide portable, nomade, qui peut s'installer là où les zones humides réelles ont disparu ou sont à l'agonie. Donc elle fait exactement le même job qu'une zone humide naturelle, et elle est provisoire le temps que la zone humide naturelle se reconstitue. En Phytobox, là aussi, on en parlera plus en détail dans les innovations à venir. Et puis alors la nature, on peut, comme on l'a vu, on peut s'en inspirer, on peut aussi tenter de la reproduire, mais on peut aussi la détourner. Et là, on entre dans deux innovations qui peuvent poser un problème éthique. Après, c'est chacune et chacun d'entre vous qui se positionne par rapport à ça. Ça, c'est une méduse qui est augmentée, c'est-à-dire que vous voyez, elle lui fait porter une sorte de chapeau et puis elle est équipée d'un moteur. Alors ça la fait nager 2 fois plus vite que sa vitesse normale et aussi elle est télécommandée.
C'est-à-dire, alors à quoi ça sert? Vous allez me demander à quoi ça sert. C'est vraiment pour explorer les océans, donc des régions inexplorées des océans. Donc ça, c'est ce que disent les chercheurs. Ils disent aussi que la méduse ne connaît aucune douleur et que donc tout va bien pour elle quand on enlève cet équipement. Alors évidemment, on peut se poser au-delà de la douleur de l'animal la question de l'utilisation de la nature à des fins strictement humaines. A-t-on le droit de transformer un être vivant en outil d'exploration véritablement, en l'équipement comme ça d'une sorte d'exosquelette robotique? Voilà. Donc c'est une question. Et donc, pour aller plus loin dans ce jeu éthique, enfin, qui pose question en tout cas avec la nature, on peut signaler cette initiative. On avait parlé du mammouth déjà dans les années précédentes, qui était voué à la dé-extinction, donc c'est un autre terme pour résurrection, mais l'entreprise part bien de dé-extinction, de faire revivre des espèces éteintes. Et là, cette année, elle va s'attaquer au dodo, en arguant du fait que le dodo réintroduit dans un certain écosystème va reconstituer cet écosystème tout naturellement. Je sais que vous avez beaucoup de questions déjà en voyant ce genre d'innovation. Vous avez beaucoup de réponses dans le livre, puisqu'on a réussi à interviewer le CEO et la directrice scientifique de cette entreprise pour avoir les réponses aux questions que vous vous posez forcément. Ce genre d'initiative-là nous fait questionner aussi sur notre vision du monde. Quel est le modèle que nous voulons par rapport à la nature, par rapport à la tech, qui sont deux imaginaires très différents, très complémentaires. Quel est le modèle que nous voulons voir survenir pour la suite? Et ce qui nous amène à la troisième partie, remodeling, c'est de revoir les modèles. Et finalement, je peux être franc avec vous, c'est que pendant longtemps, j'ai pensé que tout ce qui concernait les nouveaux narratifs, les nouveaux imaginaires, n'était pas vraiment ce que je pensais prioritaire. Je pensais que l'action était prioritaire. Et finalement, en discutant beaucoup, en réfléchissant, etc., je me suis évidemment rendu compte que l'action passait après la vision du monde et qu'elle en était une conséquence. Donc sans renouveler nos imaginaires, on ne peut pas renouveler les modèles, les actions, etc. Et là, on peut avoir des initiatives qui essaient de mixer la tech et la nature, pour faire vite, comme celle-ci. Alors le picto est nouveau, là, c'est le picto ONG, qui signale l'origine du projet. Nature LM, vous voyez le mot LM, donc c'est un LLM, oui. C'est comme ChatGPT, sauf que ChatGPT, vous le savez, a été nourri par l'intégralité du langage humain depuis les origines, donc des mots humains. Et Nature LM fait la même chose, mais avec les bruits de la nature. Donc vous avez des sons de papillons, de baleines, etc. Là aussi, on en parlera tout à l'heure lors des séquences Award Winner, vous pourrez voter pour eux. Et donc, tout simplement, pour les éthologues, mais aussi pour le grand public, vous pouvez vous renseigner beaucoup plus finement sur la nature avec ce chat GPT qui vous parlera en langage non humain. Voilà, c'est vraiment le chat GPT du langage non humain, donc c'est assez intéressant comme conception. Renouveler les modèles, ça peut être aussi renouveler les modèles économiques. Là, par exemple, en Inde, vous avez 120 millions d'agriculteurs qui sont souvent soumis aux aléas climatiques et surtout sont éloignés des équipements, le carburant, l'électricité. Donc là, c'est un système de farming as a service qui propose tous ces équipements en pay-per-use, donc changement de modèle économique. Mais peut-être encore plus intéressant, c'est lorsque le modèle économique finalement est profitable aux populations locales. C'est ce qui se passe ici en Amazonie, avec cette venture qui vise... Alors, quand vous avez une forêt, normalement, en Amazonie on le voit aussi, pour gagner de l'argent, vous coupez les arbres, vous les vendez, et puis vous recommencez tous les 30 ans. Là, c'est exactement l'inverse. Plus vous laissez votre forêt intacte, plus vous êtes rémunéré avec ce modèle-là. Et la rémunération est attribuée aux populations locales. Donc c'est vraiment un système vertueux, à la fois de préservation de la nature et aussi d'enrichissement des populations locales. Alors là, ça c'est un mot qui est très intéressant, donc Echwapmunk, qui veut dire la vision avec les deux yeux. Donc ça paraît un lieu commun de voir avec les deux yeux, mais c'est un cran plus loin en fait qu'il faut aller, puisque c'est une citation d'Albert Marshall, qui est le porte-parole du peuple Micmac, et qui lui considère que, vous voyez la citation, c'est que d'une part il faut avoir l'œil des forces des peuples autochtones, et d'autre part l'œil occidental, et d'allier les deux forces. Voilà, vous voyez, c'est les derniers mots de cette phrase, c'est de vraiment voir avec les deux yeux. Donc si on commence à voir avec ces deux yeux, puisque dans le livre, vous verrez, il y a beaucoup d'interviews de personnalités autochtones qui ont des idées incroyables, comme Nora Garby par exemple sur la 7e génération, c'est-à-dire de faire des plans stratégiques qui concernent cette génération. Donc ce n'est pas du tout des plans à 2 mois, 3 mois, 3 ans, c'est vraiment des plans à des décennies. Donc ça, là, on change vraiment de modèle.
Voilà, donc en s'inspirant de ce mot-là, qui vise la vision vraiment d'employer ces deux yeux, autochtone et occidental, eh bien on a des innovations qui vraiment mixent les deux façons de voir le monde, hein, finalement, les deux cosmovisions. On a Pôle Arctique, donc qui concerne une communauté inuite au Canada, qui mêle les savoirs autochtones, c'est concernant la pêche, qui mêle les savoirs autochtones, les savoirs locaux, traditionnels, avec les datas les plus en pointe, les systèmes de satellites, de capteurs. Et donc, vous pouvez ainsi cartographier les zones de pêche durables, évidemment en fonction du changement climatique, mais aussi en faisant des projections vers l'avenir du climat et donc des poissons qui peuvent ou pas être pêchés dans les années à venir. Alliance des deux visions. Alliance des deux visions aussi avec IREO, qui est une innovation française, Tahiti, et qui, elle, vise à préserver le langage, les langages autochtones. Pourquoi préserver les langages autochtones? Évidemment, pourquoi? Parce qu'ils sont porteurs d'une vision du monde, avec des lexiques, avec des tournures, avec des systèmes de pensée qui sont propres à eux. Donc, pour les préserver et ainsi véhiculer toute la vision du monde qui est derrière, eh bien, ce genre d'application, parce que c'est une application que vous pouvez trouver sur votre téléphone, vise à les préserver et aussi à transmettre tout ce langage et tous les concepts qui vont avec ce langage. Et enfin, Maori Maps. Alors Maori Maps, c'est très intéressant parce que c'est en quelque sorte très symbolique. Vous le savez, la cartographie, c'est un outil de pouvoir. Hein, c'est parce que nous cartographions un sol, un territoire, avec nos critères. Donc chaque peuple va le cartographier avec ses critères. Et donc évidemment, Maori Maps vise à restaurer la cartographie maori par rapport à ce sol en Nouvelle-Zélande. Donc les choses sont complètement différentes, les usages sont complètement différents, et la cartographie que vous pouvez trouver du point de vue occidental ne correspond pas à celle du point de vue maori. Donc le but, c'est non pas de restaurer quelque chose qui existait déjà, mais c'est d'allier les deux cosmovisions. Et ça, la cosmovision, c'est un terme très très opératoire parce que c'est la vision du monde que vous avez. La cosmovision, c'est quelque chose qui vraiment peut vous pousser complètement à l'action. Et je vais terminer complètement avec cet animal. Vous savez que chaque année, on a un animal totem. On a eu le cachalot, on a eu beaucoup d'animaux totems. Et chaque année, on a un animal totem pour conclure l'exposé des tendances qui correspond au livre. Et cette année, donc, c'est une méduse qui a ce charmant nom et qui est très très belle, mais qui a une vertu très particulière, c'est que elle se régénère. Donc évidemment, c'est le symbole du titre Régénérer de futur. Dès qu'elle atteint la proximité de la mort, dès qu'elle se sent vieillir, eh bien cette méduse redevient un embryon. Et donc, si elle ne rencontre pas de prédateur, en théorie, elle est éternelle, elle vit éternellement. Merci de votre attention. Merci beaucoup Sylvain. Tu viens de nous présenter certaines des innovations qui sont dans ce livre, des innovations extrêmement intéressantes qui nous poussent à questionner, à repenser l'innovation, à même questionner leur impact et même leur utilité. C'est le 5e livre que tu écris en 5 ans, je crois. Donc j'imagine que ta méthode doit être bien rodée. Quelle est-elle? Oui, alors c'est une méthode bien rodée, évidemment. Donc les livres n'ont pas cessé d'évoluer, ils se sont enrichis, des interviews en plus, des photos en plus, voilà. Mais concernant la méthode, elle a des fondamentaux. C'est 1, la captation d'innovation mondiale opérée par Marcus Goddard tout autour du monde. 2, toutes les interviews que nous menons, donc là cette année 90 interviews d'experts autour du monde, vraiment de toute spécialité. Et puis 3, toutes les recherches que nous collectons, que nous analysons à la maison, des études universitaires, des rapports scientifiques, etc. Donc ce sont 3 sources qui finalement doivent être synthétisées pour écrire ce livre. Alors concrètement, la captation des 100 innovations s'arrête le 31 décembre. Et je commence moi à écrire en janvier et je termine donc en mars. Donc c'est 3 mois chaque année assez intenses pour écrire ce livre. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce livre, jusqu'au dernier moment, il intègre le vrai monde, c'est-à-dire le monde dans lequel nous vivons. Ce n'est pas du tout un livre écrit en chambre, donc ça c'est peut-être le point crucial de la méthode aussi. C'est que pendant ce temps, nous continuons à voir nos clients, nos partenaires, faire des conférences. Donc c'est des itérations constantes. Des itérations, exactement. Et par exemple, en conférence, toutes les sessions de questions-réponses avec les clients sont très importantes parce qu'elles nous donnent un feedback sur telle et telle notion. La même conférence sur l'IA dans telle ou telle entreprise va générer des informations et des échanges très très variés. Et c'est quasiment comme si une conférence était une sorte de révélateur des problématiques
de telle entreprise, de tel secteur, etc. Voilà aussi pourquoi nous donnons des exemples venus d'autres secteurs. Voilà. Ce n'est pas parce que telle entreprise de tel secteur nous demande une conférence sur tel sujet que nous allons nous priver d'avoir des exemples venus d'autres secteurs, parce qu'en général, c'est ce qui véritablement peut ouvrir les perspectives. Alors le livre lui-même change dans son format chaque année. Je crois qu'on peut dire que cette année, il y a encore plus de photos, encore plus d'interviews. Les tendances technologiques aussi changent évidemment au gré des avancées. Oui, oui, c'est exactement ça. Donc cette année, le livre change. Alors chaque année, le design change. Ça, je trouve que c'est une bonne façon de réengager l'intérêt, l'attractivité et aussi finalement de faire passer des messages différents. Donc là, dans le livre, il y a ce que j'écris, mais il y a aussi toutes les interviews. Donc là, vous trouverez des interviews très très variées. Par exemple ici, le professeur Ramesh, lui, qui considère qu'il y a un problème ontologique à réduire un être humain à des datas. Pour lui, personne ne peut être réduit à des datas, et donc c'est faux de penser qu'on a une vision totalement technologique. Voilà, donc ce genre d'interviews vraiment exclusives et qui sont très très précieuses. On a aussi Caroline Zeller concernant la propriété intellectuelle, Merem Tahar qui sera là tout à l'heure pour la table ronde sur les savoirs autochtones, sur la volonté de s'engager. Et puis aussi dans ce livre, vous avez des cartes très très simples comme ça pour visuellement capter toute une problématique d'un coup d'œil, comme ici par exemple les solutions d'inclusion qui intègrent les communautés locales. Aussi des artistes, ça c'est une nouveauté cette année, il y a un petit cahier artiste à la fin du livre pour donner justement une vision un petit peu plus extérieure peut-être au monde du business, mais qui peut être très très intéressante. Et enfin, il y a un focus sur l'UNESCO, avec l'UNESCO Green Citizens, et toutes ces initiatives de citoyens du monde entier qui, sur des problématiques diverses, peuvent contribuer. Et enfin, les innovations, toutes les innovations, les centres dont tu parlais, sont concentrés dans un cahier à la fin du livre, et vous verrez, c'est très pratique parce que c'est des petits pictos qui concernent chaque innovation, donc d'un coup d'œil, comme ça, très visuellement, vous pouvez ensuite vous en servir. Tu disais tout à l'heure que le livre était une boîte à outils, il est vraiment conçu comme ça, pour être feuilleté, on s'arrête n'importe où, on prélève le renseignement, ou on s'en sert pour son propre savoir, sa propre culture. Alors, ce livre, tu l'as dit, c'est l'aboutissement de mois de recherche, voire même une année. C'est aussi le début, puisque ça s'arrête, tu l'as dit, en décembre, c'est le début des prochaines tendances 2025-2026, donc avec des conférences. Quelles sont les conférences disponibles dès aujourd'hui ? Alors nous avons des conférences signatures, des sortes de conférences qui finalement, dont les titres perdurent, mais évidemment le contenu change, parce que nous avons cette captation en temps réel qui nous assure la technologie la plus fraîche, si j'ose dire. Donc on a l'IA et la sustainability, toute une conférence sur l'IA, et puis évidemment les tendances de cette année font tout l'objet d'une conférence, donc rethinking, remodeling et rewilding. Voilà. Donc on a un catalogue de conférences qui est prêt là pour ouvrir la saison 2025-2026. Le livre, c'est vraiment l'ouverture de la saison. Alors peut-être avant de passer à la suite, est-ce que tu peux nous dire un mot sur les trophées que vous avez peut-être vus sur le côté de la scène? Alors certains disaient que c'était des asperges, d'autres des coraux. Il y a eu tout un débat là-dessus. Exactement. Alors explique-nous. Alors pour l'instant, j'ai eu corail, asperges, cactus, voilà, des mains aussi. Bon. Alors ça, c'est une histoire très particulière parce que parfois, nous avons des coups de cœur pour des initiatives, des startups, des idées. Là, c'est vraiment un vrai coup de cœur pour une boîte qui s'appelle Resting Reef, qui a été montée par 2 étudiantes en design à Londres. Donc Aura représente Resting Reef qui est dans la salle quelque part. Et voilà, ici. Et donc voilà, l'idée de base est incroyable. On parlait tout à l'heure de disrupter des modèles, enfin surtout d'en réinventer, et puis aussi d'associer des choses différentes. Elles se sont dit, on va attaquer 2 problèmes de fond. Premier problème, l'industrie funéraire qui est fortement émettrice de CO2 à cause du béton, et 2, l'agonie des récifs coralliens. Et bon, voilà, ils ont cherché une solution qui cherchait à régler ce problème, qui alliait les deux, exactement. D'où l'idée de réduire les restes des corps dans une sorte de poudre par un procédé spécial, et de mixer ça avec de la poudre d'huître pilée. Alors pourquoi l'huître? Il faut savoir, ça, tout le monde ne le sait pas, que l'huître, c'est un puits à carbone colossal, donc elle absorbe beaucoup de carbone. Donc voilà. Donc après votre mort, littéralement, vous êtes concentré dans cette matière-là qui est secrète, évidemment. Et les sculptures sont immergées au fond de l'océan, donc ça veut dire qu'après votre mort, les poissons, la végétation reviennent sur ces sculptures-là. Donc littéralement, vous devenez un puits à carbone et vous contribuez à restaurer la flore et la faune sous-marine. Donc le projet, on l'a suivi dès le début, de l'idée qu'on a trouvée très originale et très poétique aussi. 2, on a vu la période de crowdfunding, et là, le déploiement s'est fait à Bali avec des animaux de compagnie pour les premiers récifs. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une initiative. Exactement. Donc je rassure tout le monde, dans ces trophées, il n'y a que de la poudre d'huître et pas du tout d'animaux de compagnie.
Mais en tout cas, ça sera, voilà, et chaque année, elles ont voilà, le talent de nous produire des trophées avec un design très très On particulier. sentait les lauréats un peu. Oui, un peu, voilà. Et voilà. Et celui-ci, le mot-clé du design, c'était régénérer. Voilà pourquoi cet aspect d'asperge ou de cactus qui pousse dans le trophée. Bien, merci beaucoup Sylvain. Alors comme tu le disais tout au long de la journée, et vraiment c'est ce qui fait la particularité, l'originalité de cette remise de prix, on va aussi inviter des profils très différents à venir intervenir ici sur scène. Et en introduction, tu voulais justement avoir la perspective d'Emma Karenini, que vous retrouverez d'ailleurs aussi dans le livre. Elle est philosophe, elle est cofondatrice de Phronimos, qui est une entreprise qui remet les humanités au cœur des organisations. Et tu voulais l'interroger justement en début de ce sommet. Merci beaucoup de l'accueillir, Emma Karenini. Bonjour Emma, donc bienvenue. Bonjour à tous. Alors on va commencer directement par le titre de ces tendances, Regenerate the Future. Donc qu'est-ce que t'inspire ce mot de régénérer le futur? Alors, régénérer le futur, c'est une expression effectivement paradoxale, puisque le futur, c'est ce qui est devant nous, c'est ce qui n'existe pas encore, c'est ce qui n'est pas advenu. Comment peut-on régénérer quelque chose qui n'existe pas? Habituellement, on régénère des choses épuisées, des choses passées, des choses abîmées. Donc, il y a quelque chose de très paradoxal. Et le futur, donc, n'est pas écrit, c'est quelque chose qui était rappelé par Doc Brown dans Retour vers le futur, qui disait « Ton avenir n'est pas écrit, personne ne connaît son avenir. Ton avenir, c'est toi qui le crée, alors fais-en quelque chose de bien. » L'avenir n'est pas écrit, l'avenir n'est pas prédéterminé, l'avenir est à construire. Mais alors donc si on ne peut pas régénérer l'avenir à proprement parler, qu'est-ce qu'on peut régénérer? Notre futur n'existe pas encore, et ce que tu vas dire dans 3 minutes n'est pas écrit, Non. mais il existe quand même quelque part, c'est dans notre esprit, dans ton esprit, sous la forme d'images. L'avenir, c'est d'abord une image dans notre esprit, comme anticipation de l'avenir, et l'expression de régénérer l'avenir, en fait, pourrait vouloir dire agir sur notre propre imagination, parce que c'est là que le futur commence. Mais est-ce qu'on peut dire que déjà imaginer, c'est déjà passer à l'action? Imaginer, oui, c'est déjà passer à l'action par les images, par tout ce qu'on va pouvoir projeter pour agir. Très bien. Alors on va plonger directement sur la première tendance, rethinking. Donc selon toi, quelles sont les limites de l'IA? L'IA a-t-elle des limites finalement? Alors aujourd'hui, on pense beaucoup à l'IA comme quelque chose d'impressionnant, quelque chose qui va traduire des livres, qui va répondre à des mails et qui va même parfois écrire des livres, comme on l'a vu dans l'actualité récente. Donc il y a quelque chose de très impressionnant, mais il me semble qu'il y a des limites. La principale limite, c'est que l'IA n'a pas d'émotion, elle n'a pas de corps. Et c'est la principale limite dans le sens où, comme tu disais, elle est entraînée par un stock de data qui est en fait notre propre littérature, ce qu'on va dire depuis le début de notre histoire où on écrit. Et donc lorsqu'elle va parler d'un bon repas ou lorsqu'elle va parler de l'amour, en fait, elle ne parle pas de son expérience de l'amour ni de son expérience du bon repas. En fait, elle recompile tout ce qu'on a pu en dire, nous, humains. Donc il y a quelque chose de limitant dans cette absence d'expérience, cette absence de vécu. Donc c'est un peu l'histoire du film Her finalement, Oui. où on a une expérience sexuelle qui est une expérience textuelle quoi finalement. Voilà, dans le film Her, le personnage principal a une histoire d'amour avec une IA qui est dans son oreillette. Cette histoire est uniquement textuelle, comme tu dis. À un moment, l'IA dit être née à son désir, à son plaisir sexuel. En fait, elle n'a pas vécu cette expérience, elle n'a pas eu d'émotion ni d'expérience corporelle à cet égard. Donc on est dans l'imitation du vécu. On est absolument dans l'imitation du vécu, et c'est ça la question que pose l'IA aujourd'hui, c'est jusqu'où l'IA pourra-t-elle imiter notre vécu? Très bien. Alors sur la deuxième tendance, rewilding, moi il y avait un point, je voulais avoir ton avis d'un point de vue philosophique, entre d'une part la complexité inouïe de la biodiversité, des rapports de la nature qui sont quasiment inimaginables, et puis d'un autre côté la nécessaire simplification pour passer à l'action. Alors,
je pense que là, on touche plutôt à l'atout de l'IA. Le principal avantage de l'IA, c'est que, contrairement à nous, elle a un cerveau beaucoup plus performant. Et c'est grâce à elle qu'on va pouvoir appréhender cette complexité dont tu parles. L'IA, c'est un peu notre cerveau puissance 10 000, voire plus. Et donc, il y a une force dans l'IA, c'est de compiler, de synthétiser des millions et des millions de données pour ensuite nous donner un panorama assez clair, assez lisible pour agir et pour avoir la simplicité ensuite de l'action. D'accord, très bien. Et alors la troisième tendance, remodeling, est-ce que vraiment toutes nos actions dépendent d'une certaine vision du monde? Alors, cette idée que l'imagination va façonner notre action et que notre vision du monde informe notre action, elle a déjà été pensée, elle a déjà été énoncée par un grand physicien du XXe siècle. Einstein, voilà. Alors, on cite beaucoup Einstein et on lui fait dire beaucoup de choses a posteriori. Alors, c'est une vraie citation. Il nous dit que l'imagination est plus importante que la connaissance, car la connaissance est limitée, tandis que l'imagination englobe le monde entier et stimule le progrès, suscite l'évolution. Il y a quelque chose de très fort dans l'imagination qui est d'élargir notre spectre, d'élargir notre vision du monde et de nous faire sortir un peu de notre zone de confort, ce qui est très utile pour l'innovation. Donc en fait, la force de l'imaginaire, c'est qu'il est illimité. Voilà, il est absolument illimité, c'est ce qu'il dit, il englobe le monde entier et on l'a très bien vu dans les innovations que tu as présentées tout à l'heure avec la cosmovision, ça ouvre les cosmovisions. Et alors tu parles d'innovation, là tu lances le mot innovation. On parle souvent d'innovation en termes de rupture, on parle de out of the box, de rupture, de disruption, on est toujours sur cette logique de rupture. Est-ce que l'innovation finalement d'un point de vue philosophique, à ton avis, peut se faire uniquement dans ce contexte de un petit peu rigoureux de rupture? Alors effectivement, quand on parle d'innovation aujourd'hui, il y a plusieurs conceptions de l'innovation en philosophie. Mais quand on parle aujourd'hui de l'innovation, on a tendance plutôt à la standardiser, à en faire quelque chose d'actif, faire une méthode. On va organiser des ateliers de design thinking minuté, on va organiser des post-it, des brainstorms, etc. On va essayer de provoquer l'innovation par des méthodes et de manière très active, comme tu dis. Donc on contraint un petit peu l'inattendu, quoi, finalement. C'est un peu En paradoxal. fait, c'est un peu le paradoxe, c'est que l'innovation, elle a une part d'inattendu en elle, d'imprévisible, et chercher à provoquer l'inattendu, à provoquer la sérendipité, c'est quelque chose d'un peu contradictoire. Donc il faudrait une nouvelle méthode d'innovation, en fait. Voilà, il faudrait peut-être une méthode qui cultive le relâchement, qui cultive des conditions favorables à l'association libre. Donc c'est ce que disait... Alors c'est effectivement une conception intéressante d'un essayiste qui s'appelle Arthur Koestler, un Américain. Le concept s'appelle la dissociation. C'est assez intéressant comme concept d'innovation. En fait, c'est l'innovation comme libre association, comme l'idée d'associer deux domaines qui, au départ, semblent ne rien avoir à faire ensemble, mais qui vont produire quelque chose de nouveau. Donc par exemple, concrètement? Alors par exemple, si on prend la cuisine moléculaire, c'est l'association de la matrice chimie et de la matrice gastronomie, et on produit quelque chose de nouveau. Si on prend l'exemple aussi de Airbnb, c'est l'hôtellerie particulière et le logement particulier. Donc à chaque fois, on rassemble des domaines et on produit quelque chose de nouveau, et c'est une association parfois improbable. Et alors quelles sont les conditions pour que cette dissociation puisse survenir? Alors ce que dit Arthur Koestler, c'est que cette dissociation, cette association qui va produire quelque chose de nouveau, en fait, elle ne s'organise pas, elle ne se provoque pas, et elle vient dans des états de relâchement. C'est d'ailleurs souvent ce qui s'est passé pour les grandes inventions et les grandes innovations dans l'histoire. Elle vient au cours d'une promenade, elle vient dans des moments de relâchement de l'attention. Et il me semble que ça peut être intéressant aussi au sein des organisations d'organiser les conditions de ce relâchement et d'organiser les conditions d'une attention peut-être un peu plus lâche pour provoquer cette libre association et cette spontanéité. Très bien, merci beaucoup pour cette invitation à nous relâcher pour innover. Et merci beaucoup Emma. Merci. Au revoir, merci.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci pour cet échange introductif qui, je pense, illustre bien la force de la méthode de l'Explore Summit, de faire converger justement les différentes perspectives. Alors, place maintenant au premier chapitre des innovations primées par l'Explore Summit de cette année. Nous allons nous pencher sur les 3 premières innovations, les 3 premiers lauréats. Et pour m'aider à décrypter ces innovations, je vais inviter Marcus Godard, VP Intelligence chez 2050 Now La Maison, à venir me rejoindre sur scène. Merci de l'accueillir. Hello, Marcus. Thank you Hi, so Julia. much Hello, for everyone. being with us, and you're going to help us shed light on all of these innovations. We're going to start with the very first award winner. It's called Ulysses. They're from Ireland, but I believe they're now based in California. We caught up with them just a few days ago. Let's take a listen. So yeah, what we do here at Ulysses is we're making autonomous ocean-going platforms to bring agriculture scale to ocean restoration. That's very interesting. So I believe you're working on seagrass mostly. Why did you choose that? Why is seagrass important? So when we were starting out, we were looking into different ecosystems, and we came across seagrass because kind of a couple of reasons. It seemed like a really important primary ecosystem. So 1 square kilometer of seagrass will support up to 8 million fish. This helps feed the world's population, 3 billion of whom rely on the ocean as their primary food source. It's an incredible carbon sink, so it outperforms rainforest. And globally, if we can get our seagrass back to health, it'll help pull 2 gigatons of carbon from the atmosphere every year. And critically, the carbon is stored in the sediments, and because of the taxonomy of the plant, the carbon doesn't get re-emitted like you would find in a carbon cycle in a forest. And then kind of on top of that, we found that one of the main things that was stopping seagrass restoration at scale was cost and labor. And that's a great target for automation. And we're all engineers, so it just made sense for us. Okay, so your solution with them was like a robot to plant seagrass. Can you tell us how it works and what the advantages of using that are? What we're ultimately doing is we're uniting a surface vehicle and a subsurface vehicle. So our surface vehicle called the Thresher acts as like a mothership. It'll do seed processing, it'll recharge the subsurface vehicle, it'll refill it with seeds, and it'll give us persistent communications kind of 24/7. And our subsurface vehicle, you can kind of view as the workhorse, the tractor of the system. So we've called our subsurface vehicle the Mako. It can be reconfigured for surveys. So it would do a pre-planting survey of the site to make sure everything's kind of going to work out. There's no real no-go zones or anything like that. We would then switch over to the long fin variant, which is effectively the same components with a large underslung rack on it. That's used for harvesting seeds and ultimately planting the seeds. And then we would go over again at the end with our short fin version, doing a post-planting survey. The planting itself, we're working on 2 different variants of the core technology. So one works very similar to a seed drill, which you'd find in agriculture. So it makes a small trough in the seabed and then deposits seeds in it and then covers it with sand. And then the second version is active injection. So this is based on the work of some Dutch researchers in the Wadden Seas. There's kind of pros and cons to both. So we're testing both to make sure that we land on the right solution. Okay, and what are the next steps? Where do you plan to try out your technology next? So in May, we're heading out to Virginia, where we're going to be testing with much smaller seeds. It's a Zostera species, about the same size as a chia seed. So this will be a slightly smaller trial. The robot itself will be a bit less wide and a bit less heavy, but the core functionality will be the same. So what are the main obstacles to scaling up your solution once you've tested and found the best combinations of robots and seeds? What comes next? So I suppose the next challenge, once we've got the hardware nailed, is getting the full stack autonomy sorted out. So once that's ready to scale, we need to also nail the software stack. So we need the surface vehicle to communicate with the subsurface vehicle,
we need the two of them to be able to dock and perform the tasks like charging and refilling with seats. Are there any limits to the places you can use this technology in, like maximum depth or temperature or something? So the nice thing about seagrass is it needs light to grow as a plant. So typically you find the maximum depth is around 20 to 30 meters for even the most hardy of species. And as a function of like the practicality of making things, the pressure vessels we're using have a wall thickness that will take us down to 300 meters. So we don't really have any mechanical limits. Probably the hardest technical challenge will be effectively seeing for the robot. It'll have to operate in conditions where, you know, sometimes the water will be super clear, you could use cameras to see, but then sometimes the water is very turbid, you can't see very much. You'll know this yourself if you've ever been snorkeling. If a storm's come through, the sea's full of sand and you can't see very far. And in those conditions, we have to use acoustics to navigate and see obstacles. A lot of this stuff has been done before, so we're not trailblazing the kind of computer vision or acoustics, but it's bringing everything together. That's the challenge. They're an in-depth interview of Ulysses, a robot that plants seagrass to enhance carbon capture. What caught your attention when it comes to this innovation? Well, we see thousands of innovations that are bringing solutions to global challenges, to the carbon crisis, to biodiversity, and we're particularly interested in solutions that solve two problems at once and that are scalable. So the seagrass loss around the world is a great issue for biodiversity. And of course, seagrass, as the guy from Ulysses explained, is a fantastic carbon sink. This is a nature-based solution, but nature needs a helping hand in many cases, and they're making this cheaper and more efficient, really to build a great carbon capture solution and to restore biodiversity all across the ocean. Now, if you want to vote for this innovation, you're going to be able to do so throughout this morning with the QR code right here. If you already know that you want to vote for this innovation, you can do so right now and as soon as you see the innovation that has touched your heart. Now, we're going to go on to the next award winner. Now, live on stage with us, it's Concrete Supercapacitor. Here to tell us more about it is Franz Josef Ulm from MIT. Thank you for being with us today. Franz Josef, hello, welcome. It's great to have you with us. The floor is yours. You have 3 minutes. Okay. Well, thank you very much, and merci à tous to allowing me to speak to you in such dark times about energy and energy storage. Imagine to store energy in concrete, the material most consumed on planet Earth after water. This is not a dream. The science is sound. When you mix cement with carbon black, the magic of chemistry takes place. A volumetric wire permeates concrete at only 4 volume% of carbon black. This volumetric wire makes concrete, which is normally an insulator, electron conductive. And all this in a moldable form of a fresh material which behaves like Play-Doh. So how does this work, this supercap technology? When electrodes are polarized, ions from the cement's porosity attach to the volumetric wire and store energy. Since the surface of our volumetric wire is huge, we can store lots of energy. We have built this wonder of chemistry into structures. As an example here, a 12-volt supercap, which you can also see upstairs in real life. Now, how does that work when you charge the 12-volt supercap? You can do exactly the same thing as with a battery. For instance, charge your smartphone, a ventilator, and so on. But in fact, we envision this technology to be available for everyone, everywhere, in bridges, in windmills, in streets, and of course, in our homes. All what it takes is to connect your photovoltaic cells at the roof to the concrete walls, which will be polarized, that means positively and negatively charged, to store the energy. That is, after a day of charging, you can use this energy at night for light, appliances, and heating. Our calculations show that with the current technology, we would need some 45 cube meter of EC cube technology to cover the 10 kilowatt hours for
a family home. There are, of course, plenty other applications you can imagine. For instance, self-heating enabled by electron conductivity, which works like an electric stove. You can melt ice, applying it at a very low voltage. But in real life, actually, it works in cold climate as well. For instance, in Sapporo, Japan, where we implemented last winter with our Japanese partner sandwich panels for melting of ice and snow, and which is now under consideration for sidewalks. At the high end, we envision this technology for self-charging roads, which transmit the stored energy by electromagnetic induction to the vehicle in the same way how you charge your phone wirelessly. While such technology already exists in form of coils, we envision that this be embedded in the street itself. So please, I hope you will join us and do like our Japanese colleagues to join us to break the cultural and political barrier to make this energy transition happening. Energy for people, energy for all. Thank you. Franz Josef, thank you for that, for explaining that very complicated concept with a very much illustrated presentation. Marcus, why did you select this startup? Well, first of all, this came out of some research that we were doing on sustainable construction with our clients. And when Karen told me about this project out of MIT, I thought it was very interesting. And the more we looked at it, the more convinced we were. It is obvious that the transition to renewable energies needs massive, scalable, cheap energy storage solutions. So when I heard about concrete being used as a battery, I thought that was extremely impressive, particularly as it doesn't involve materials that are subject to conflict or to geopolitical tensions. It's based on concrete, which we make absolutely everywhere. And so I wanted to ask Franz, this is very impressive. What are the next priorities for your research? What are the problems you have to solve next? So the first thing is by September 25, we're going to have a first prototype of a building in Japan built. January 25 in Fukushima, you have heard from Fukushima, there's the whole area here is revitalized by this type of technology we hope for this year. But in science, what we continue doing, working on the lab, is basically to take away this fear we all have when we have electric vehicles, which is we're running out of energy. So my next focus, and I hope I'm going to finish this over the spring, is to make sure that I can charge a car, get 10 or 20% more energy while I drive on a road in the same way as roads are made now. It's important that we are able to translate progress in science into tangible products for our societies, make it possible for everyone, here in the North, but also in the Global South. This technology also applies in the Global South. Thank you. Franz Josef, thank you so very much. Time for your award. Once again, if you want... Here's your award. Thank you very much. Once again, if you want to vote for the innovation, the QR code is right here. And if you could please just step forward so we can take a picture. Once again, Franz Josef with the concrete supercapacitor. Thank you and congratulations. And Judah, we should just add that if you're interested in this project, there is a working demonstration prototype of it just outside where the buffet is, so you can talk to Franz and his team. And that will happen at the break. Works. Yep. Thank you very much. Let's hear from our next award winner live on stage. It's called Klim this time. It's a startup from Berlin. And here is the CEO and co-founder, Robert Gerlach. Hi, merci. Robert, thank you for being with us. The floor is yours. You have 3 minutes. Thank you. Welcome. Thank you for having me. So we are Klim. We are a company with a mission to transition the global food and ag system towards regenerative agriculture, and this way save the climate, ensure biodiversity, positivity, and global food security. The background: our most important resource on the planet, soils, have degraded significantly over the past 100 years. We've lost around 50% of global soil fertility, soil organic carbon, and this has massive negative outcomes for the climate, biodiversity, and food security. So much so that food companies are now desperate to reverse this trend. Soils are our most important asset. 95% of all our food comes from soil, and if we do not ensure that we can save them, we will not have global food supply. And that's why all the food companies have committed to transition their supply chains towards regenerative agriculture, 50 to 100% targets by end of 2030. The problem is regenerative agriculture is quite complex.
And you can't just simply tell farmers to transition to methods such as cover crops or broader crop rotations. You need financial support. Farmers need to know how to implement those methods. And food companies simply can't do it. And that's where Klim comes in. We have developed a scalable solution where we can, on the one hand, enable farmers to transition, and on the other hand, enable food companies to convert their supply chains at speed and at scale. We do that with a vertically integrated solution where we, with a digital platform, onboard farmers in a scalable way. We convert them with a digital agronomist that advises them how to convert. We measure, report, and verify in a scalable, third-party verified way, and then we monetize with the food companies. Central to this is a really farmer-centric, farmer-friendly user interface where we're involving farmers in the development of the product from the very beginning. And this has resulted in massive success on the farmer side. We have already onboarded over 1 million hectares, over 3,000 farmers. 29% of our farmers come from referrals. They love the product and see that it's scalable. And this has enabled us to actually generate significant conversion achievements with the food companies. We work with the largest food companies in the world, with the biggest agri-traders, with big retailers, and who see our solution as the most scalable solution to quickly achieve their transition targets. They cite our farmer-centric approach, farmer friendliness, and the trust that the farmers enjoy in our platform as one of the main reasons to work with us. And what they also cite as one of the reasons to work with us is that we can offer them all the solutions that are required to transition out of one hand. We call that vertically integrated. And this way we've managed to crack one of the most important transition challenges on the planet right now, the restoration of our global soils, by building an impact business model where both sides, the farmers and the food companies, win, and so we can scalably achieve the transition towards regenerative agriculture. So join us on our mission towards saving the most precious resource on the planet, global soils. Thank you. Thank you Robert. so much, Robert. Robert, CEO and co-founder of Klim. We're going to be talking about soils later on today as well. Thank you so much for your presentation. It's a solution, a regenerative farming solution. It fits perfectly into the theme Exactly. of this summit. Absolutely. We could not have a summit on the theme of Regenerate the Future without a startup that's making great strides in regenerative agriculture. And I think one of the things that impressed our jury was that that Robert, you see the whole ecosystem that is involved. It's not just obliging farmers to change their practices. You take their needs into account, you involve their customers, and you treat it also as a business issue, because farming is a business, and sometimes we forget that. I believe that you're mostly active in Germany. Do you have plans to expand to other countries? We're active currently in Germany, Poland, Czech Republic, Slovakia, and the UK, and we are expanding globally now. Fantastic. And do different countries bring different challenges? Yes, so farm sizes are different, the climate zones are different, requiring different scientific models to project and predict the outcomes. Also, sometimes regulatory environments are different, and the willingness of the food companies to actually invest and convert is different. But since we have a digital platform that has taken that into account, which is very modular, we have anticipated this, and therefore we can scale across different target zones. That's the thing we keep coming back to, so it's a modular solution that's scalable. Well, So congratulations. Congratulations. And time for your award. Here you go. Thank you. And once again, we're going to put back on the QR code. If you want to vote for this innovation, please do so. And many thanks again. Now, and thank you, Marcus. Thank You will you. be back on stage in just a moment for our next 3 innovators. That's going to be in just a minute. But up next is a fascinating debate you're surely going to enjoy on the impact of AI on our society and how to rethink AI for it to be a positive driving force. Please welcome our guests. Hello, Alexandra Smilek and Ind Zian. It's a pleasure to have you on stage with us. Please have a seat. Thank you. So,
as I said in the beginning, we have 3 different chapters, 3 different episodes. We have rethinking, rewilding, and remodeling. This is the very first episode with rethinking. We're going to be talking about AI, how it's disrupting our society in many different ways. Alexandra Smielek, you're a foresight strategist. We're going to be talking about exactly what that means in just a moment. But I actually think this debate is in French, so I'm going to switch to French. As you Voilà. want. Donc Alexandra Smielek, vous êtes foresight stratégiste, on va parler de ça dans un instant. Indiane, founder et CEO de Génération Politique. C'est vraiment un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Alors Alexandra, justement, je le disais, foresight stratégiste, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que ça veut dire exactement? On sait que ça veut dire, on imagine, suivre de près justement les tendances technologiques et ça présuppose plusieurs choses. Expliquez-nous. Je pense qu'on en parle beaucoup de ce métier, de plus en plus aujourd'hui, parce qu'avec les nouvelles technologies émergentes, en fait, on se rend compte qu'on a besoin, non seulement dans les grandes entreprises et dans les organisations, d'avoir du planning stratégique, c'est-à-dire de mettre en place des campagnes de développement, etc., et de mettre en place en fait des agendas qui nous permettent d'évoluer dans le présent. Donc le planning stratégique. Mais aujourd'hui, on a besoin de foresight stratégie parce qu'on a énormément de nouvelles technologies qui arrivent, des vagues de technologies qui arrivent et qui repartent. Et on a besoin en fait de mettre en place dans les organisations, les entreprises, des cellules qui puissent en fait décoder, un petit peu comme le fait 2050 la maison, qui puissent décoder en fait des tendances et qui puissent aussi mettre au point en fait des stratégies pour pouvoir capturer ces technologies, ne pas se tromper et aller dans les bonnes directions. Bien entendu, c'est très difficile, ça présuppose de comprendre le futur dans le présent, donc bien entendu, il y a une marge d'erreur qui est là, mais il y a une certaine aussi méthodologie en fait à adopter. Chaque foresight stratégiste, chaque futuriste aussi, on les appelle comme ça, a sa propre méthodologie, chaque organisation a sa propre méthodologie, mais si on prend en fait... je vais prendre un exemple du passé. Sephora a été l'une des premières brands qui a mis au point un site internet. À la base, à l'époque, le site internet, c'était quelque chose de très bizarre. On n'y était pas. Ça paraît fou aujourd'hui. Ça paraît fou aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais ça a été du foresight, c'est-à-dire que dans une sandbox, Sephora a pu mettre en place en fait des outils digitaux et devenir très rapidement le leader. Ça vous donne un petit peu en fait un avant-goût de l'importance de ce qu'est les stratégistes qui font du foresight aujourd'hui. Merci beaucoup. Indiane, je disais, c'est la 2e année consécutive que vous venez nous voir pour participer au débat. C'est un plaisir de vous avoir. Vous avez fondé donc Génération Politique. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour aider en fait le secteur public à utiliser la tech et l'innovation afin d'apporter plus d'efficacité à l'action publique. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans l'actualité en ce moment, notamment avec ce qui se passe outre-Atlantique. Mais c'est aussi pour apporter une meilleure expérience au niveau pour l'usager. Alors, comment est-ce que vous voyez les choses? Comment est-ce que l'IA aujourd'hui transforme-t-elle le secteur public et en particulier le secteur des finances publiques? Oui, effectivement, le secteur public, comme tous les autres secteurs, sont révolutionnés par l'intelligence artificielle. On ne peut pas encore parler d'adoption complète de l'intelligence artificielle au sein du secteur public, mais on a quelques tests et quelques essais qui sont plutôt prometteurs et plutôt concluants. Au sein du secteur public, il y a plusieurs domaines qui sont influencés par l'IA aujourd'hui, qui seront encore plus à l'avenir, mais il y en a 2 en particulier sur lesquels je vais me concentrer. C'est effectivement les finances publiques et la justice. Sur les finances publiques, d'abord, l'intelligence artificielle aujourd'hui est souvent utilisée surtout pour permettre au secteur des finances publiques de dépenser moins et de gagner du temps. La question budgétaire, elle est extrêmement importante aujourd'hui, et je dirais même qu'elle est brûlante en France, mais aussi à l'étranger, avec des niveaux de dette et des niveaux de déficit public qui sont considérables. Et donc aujourd'hui, il s'agit de faire mieux avec moins. Et il se trouve que c'est exactement ce dont a besoin le secteur public aujourd'hui. On entend beaucoup parler ces derniers temps de frugalité. La frugalité parce qu'il faut dépenser moins, parce qu'on a un niveau de dette publique, comme je le disais, de déficit public qui demande de dépenser moins. Ce que je pense, c'est que l'avenir de l'IA au sein du secteur public, elle ne peut pas se dissocier de l'IA frugale. L'IA frugale, c'est une IA qui
dépensent moins d'énergie, qui dépensent moins de ressources. Donc en fait aussi qui coûtent moins cher. Donc l'IA qu'on est en train de construire aujourd'hui en France et à l'étranger pour le secteur public, c'est nécessairement une IA qui est frugale. Une autre IA très importante pour le secteur public et les finances publiques, c'est l'IA générative. On sait tout ce que c'est. C'est une IA qui permet de développer de nouvelles choses, de nouveaux formats, de nouveaux textes, de nouvelles musiques, de nouveaux contenus, pour pouvoir en réalité donner du temps, consacrer du temps aux choses qui comptent plus, qui demandent une vraie réflexion humaine poussée. Je vais prendre un exemple très intéressant pour l'utilisation de l'IA générative dans le secteur public, et notamment dans les finances publiques, mais juste dans le secteur public de manière générale. Il y a un an, en janvier 2024, il y a un projet qui a été lancé par la Pennsylvanie, et ce projet a été lancé en partenariat avec OpenAI. Et l'objectif pendant un an, c'était de déterminer comment l'intelligence artificielle pouvait aider les États aux États-Unis à devenir plus efficaces, à dépenser moins et à gagner du temps. Et après un an, il y a quelques semaines, en février 2025, un rapport a été publié pour démontrer que grâce à l'utilisation de l'IA au sein des administrations en Pennsylvanie, les employés du public ont gagné 1h30 de travail par jour. C'est considérable. Donc tout ça pour dire en réalité que l'intelligence artificielle aujourd'hui dans les finances publiques, à travers l'IA et la frugalité, est déjà dans une forme de révolution qui va encore plus changer le secteur des finances publiques et nous aider peut-être à résoudre ce problème de la dette. Merci beaucoup, Inde. Alors j'en profite, vu qu'on parle d'IA, de vous signaler que 2050 Now, la maison, lance un tout nouveau do tank IA. Son objectif, c'est de rassembler donc un écosystème autour de l'IA générative et son impact sur le futur du travail en associant exploration, prospective et mise en commun de solutions aux problématiques les plus fréquemment rencontrées. Ce do tank se positionne donc à la croisée entre think tank et lab avec une approche design collaborative et pluridisciplinaire. Voilà, donc je voudrais aussi savoir comment, on est là pour parler de régénération, évidemment on pense à économie régénérative également, comment est-ce que les technologies émergentes comme l'IA, mais d'autres aussi, peuvent faciliter cette transition vers une économie régénérative? Alors, l'économie générative, c'est un terme qui a été, je crois qu'on n'en a pas encore parlé, donc je voudrais vraiment référencer le père de l'économie régénérative, qui est John Fullerton. Okay, et c'était donc il a beaucoup théorisé la notion de régénération, et qui est une notion en fait qui visait à passer d'une économie extractive sur laquelle nous sommes aujourd'hui à une économie régénérative, c'est-à-dire une économie sur laquelle nous vivons aujourd'hui qui est de prendre ce dont la société a besoin sans se soucier de comment est-ce qu'on va remettre en fait nos ressources et comment est-ce qu'on va régénérer nos ressources pour pouvoir avoir un avenir sustainable ou soutenable. Et donc cette économie régénérative aujourd'hui elle est beaucoup discutée puisqu'on arrive à un moment où on épuise nos ressources. L'IA, comment est-ce que l'IA peut parvenir à justement nous aider à parvenir à cette vision régénérative de l'économie? Eh bien, par beaucoup de biais. C'est-à-dire qu'on peut aussi imaginer l'IA qui puisse avoir un impact sur la politique et donc aider en fait à mettre en place des structures gouvernementales, intergouvernementales aussi de collaboration afin de pouvoir atteindre ce but et cette vision future de la régénération. On peut aussi parler de collaboration globale au niveau de nos ressources et de les comprendre à travers différentes datas et de comprendre comment est-ce qu'on va utiliser tout ça. Donc tout ça, ça va nous permettre en fait de mettre en place des structures intelligentes pour aligner nos actions vers un impact régénératif. Ça, c'est la vision. Aujourd'hui, l'un des bottlenecks, je dirais, et l'un des challenges, c'est que l'IA qu'on utilise aujourd'hui est traînée sur des datas qui sont produites par une économie extractive. Donc là, il y a un gros problème, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à aligner l'IA sur une vision régénérative alors même qu'elle est entraînée et que c'est une intelligence entraînée sur des modèles extractifs. On a beaucoup de travail choses encore à faire. Ouais. Alors, on ne peut pas parler de l'impact de l'IA sur la société sans parler de justice, aussi justice sociale. On en parlera aussi dans un instant. Comment est-ce que l'IA peut-elle aider à créer un système de justice plus rapide, plus juste, plus efficace ?
Oui, effectivement, le système de justice est un de ces secteurs qui n'échappe pas non plus à l'IA, grand domaine du régalien extrêmement important. Il connaît aussi des essais et des projets pilotes qui, sur les premiers exemples, les premiers résultats, montrent une forme de révolution pour la justice. D'abord, pour la justice, il faut faire une distinction entre l'IA générative et l'IA non générative. L'IA générative, c'est l'IA qui crée quelque chose de nouveau. Du texte, de la musique, une image, une vidéo. L'IA non générative ne va rien créer de nouveau, mais elle va prendre de la data qu'on va lui nourrir et faire une automatisation, proposer quelque chose d'assez neuf, par exemple une traduction, pas neuf pardon, mais quelque chose de différent, une traduction ou alors une classification de documents. Ces deux domaines de l'IA, générative et non générative, sont utilisés aujourd'hui par des systèmes judiciaires dans le monde entier, notamment aux États-Unis. Ça peut être par exemple utiliser l'IA pour développer des outils qui vont permettre de mieux expliquer des processus ou des procédures judiciaires complexes aux citoyens qui n'ont pas fait de loi, qui n'ont pas un background dans le droit. Ça peut aussi être utiliser l'IA pour construire des vidéos, créer des vidéos explicatives pour ceux qui doivent aller dans un tribunal et ont besoin de connaître les règles et les codes à respecter. L'IA générative, aujourd'hui, est utilisée avec beaucoup de timidité dans le milieu de la justice. Ce n'est pas le cas pour l'IA non générative qui pose moins de questions éthiques. L'IA non générative, elle est utilisée par certains tribunaux, notamment aux États-Unis, pour classifier les documents. Et ça fait un gain de temps immense. Aux États-Unis, vous avez des tribunaux aujourd'hui qui sont passés pour la classification de documents de plusieurs jours, plusieurs personnes sur la même tâche, à seulement une personne avec l'IA et quelques minutes. Donc c'est une vraie révolution. Mais en même temps, on ne peut pas parler de justice sans parler d'IA éthique. Parce que c'est vrai qu'un système de justice rapide, plus efficace, c'est très important, mais il faut aussi qu'il soit plus juste. L'IA éthique, c'est quoi? C'est une IA qui est transparente, c'est une IA qui rend des comptes, qui est accountable en anglais, on n'a pas l'équivalent en français, mais qui rend des comptes, et c'est une IA plus juste. Et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on veut aussi pour le système de justice. Donc une IA de justice éthique, c'est une IA à la fois qui va proposer peut-être de venir corriger certains biais naturels qu'il y a même chez les professionnels de la justice, c'est normal, parce que ce sont des êtres humains, et puis en même temps avoir une interaction avec les êtres humains pour être sûr que l'IA, ce que développe l'IA, c'est quelque chose de bien pour le domaine de la justice et quelque chose qui permet d'accomplir plus de justice. Alors justement, vous évoquez les défis, notamment, vous l'avez dit, les biais cognitifs, il y a aussi les hallucinations, il y a d'autres problèmes, les contaminations de prompts. Qu'est-ce que vous avez identifié, Alexandra, comme, je dirais, les plus grosses entraves vers le développement d'une IA éthique? L'inclusivité. Il y a des problèmes d'inclusivité. Alors je pense que tout le monde est au courant maintenant de l'inclusivité et des problèmes de l'IA vis-à-vis justement des biais hommes-femmes, des parités, etc. D'inclusivité raciale aussi, mais également, quand on parle de régénération, on parle d'un modèle qui est censé avoir une vision holistique. Et ça, c'est très compliqué de l'obtenir aujourd'hui avec les datas sur lesquelles on traîne les IA. Et de facto, en fait, on va avoir une déficience sur l'inclusivité des savoirs traditionnels, par exemple, les traditional knowledge, ou bien les IPLCs, qui sont les Indigenous Population and Local Communities, qui ne sont pas ou très peu inclus dans nos modèles d'IA. Et quand on parle, par exemple, de nature, d'environnement, de biodiversité, il est fondamental de pouvoir capaciter, en fait, l'inclusion de tous ces savoirs et de toutes ces personnes et ces sociétés. Merci beaucoup, Inde. Vraiment, on a une minute qui nous reste. Brièvement, vous avez identifié un danger que je trouve très intéressant, c'est la dépendance qu'on est en train de créer envers l'IA et aussi toutes les questions autour de la responsabilité des différentes actions que l'IA va prendre. Oui, surtout dans le secteur public. Si vous avez un secteur public qui dépend trop de l'intelligence artificielle, c'est pas du tout bon pour le fonctionnement du secteur public et pour le lien qu'on crée avec les citoyens. L'IA, il faut imaginer que c'est simplement un outil qui va enrichir la conversation. C'est pas quelque chose qui va prendre une décision, et surtout dans le secteur public. Si vous avez un débat et vous réfléchissez à un projet depuis un certain nombre de mois, que vous avez une personne qui apporte une idée différente, c'est pas pour autant que tout ce que vous avez fait avant doit tomber à l'eau, et c'est pas pour autant que cette personne a raison et pas les autres. Donc surtout,
dans le secteur public, qui est mon secteur de prédilection sur lequel je me concentre, il faut que la prise de décision, elle soit toujours politique et au niveau du politique et des institutions publiques. Et sur la question de responsabilité, en 10 secondes, effectivement, si vous décidez en tant qu'acteur public de prendre une décision grâce à l'IA et qu'il y a un incident grave, qui est responsable? Et je pense que c'est une question à laquelle on n'a pas encore de réponse aujourd'hui. Merci beaucoup à toutes les deux. Et vous disiez d'ailleurs que c'est important pour le service public, mais je pense que c'est aussi important, évidemment, pour les entreprises. Vous parliez d'IA frugale, ne pas les mettre forcément aussi, ça veut dire ne pas la mettre forcément partout, à tous les étages. Ça peut aussi apporter de la complexité. Merci à toutes les deux pour ce débat. Je pense qu'on peut les applaudir chaleureusement. Et je vous propose tout de suite de poursuivre donc avec nos 3 prochains lauréats qui vont venir nous pitcher leur innovation, que ce soit ici sur scène ou en vidéo. Et on va demander à Marcus de nous rejoindre. All right, our next award winner is Syrinx from Perth. Australia. They told us about their project. It's called Amphitobox. Let's take a listen to what they had to say. Sure. So it's probably best described as a wetland in a box. So it's a nature-based solution that we've coupled with advanced digital capability to treat any water anywhere for environmental repair and water resilience. What makes it a nature-based solution? So probably 2 things. It uses natural materials and it uses natural processes to treat water. So the materials include plants and biosorbents, which are basically made from plants or from natural minerals, and things like biochars you might be familiar with. And so it then combines that with basically microbial or biological removal processes and sorption and ion exchange. So we don't use any hazardous chemicals, we don't generate waste. In fact, the materials at the end can be reused for compost or soil conditioners or beneficial purposes. That sounds very promising, but where can you use it though? In what situations does it come in handy? So the Amphitobox, much like a wetland really, can treat all kinds of polluted water. So it can remove things like hydrocarbons and nutrients, pathogens that normally come off our roads in stormwater systems, and we can treat that to allow reuse and prevent the degradation of waterways. Or we can customise it to treat certain types of metal-enriched streams, say from industrial wastewater or micropollutants, which are a very big topic currently. And we can also treat municipal sewage, the liquid stream out of wastewater treatment plants, to supplement performance, or combined sewer overflows, which are also a big challenge globally. So it really has wide application in terms of the types of wastewater it treats and then where. So we can use it from anything from intensively urbanised areas to all the way to remote communities. And part of that's to do with the fact that we've combined the nature side of it with a really advanced IoT system. That means we can remotely control it and monitor the systems and make that data available in near real time, so that we're minimising those risks of putting decentralised systems out in the middle of nowhere without that sort of centralised control. So we're basically building in transparency control into widely dispersed decentralised systems. That's fantastic. So where is it now and what are the next steps for Syrinx, the company behind it? Yeah. So, very busy time for us because we're just at that pre-commercial stage. We're about to deploy to our first customers in the next coming year. And they happen to be all over the place, from Europe to Australia to New Zealand. So we're quite busy trying to coordinate the partnerships that we're going to need to deliver these things. So apart from just the sheer supply chain and building, bulking and scaling units, it's building those partnerships with different groups so that we can really scale geographically and widely and quickly. We think our partnership model is one of the key things that we're going to focus on. So it's not just about building boxes, it's also just building capacity in local communities, because our box is really about building a water future and control of people's water resources locally. So building that capability at the local scale so that they don't just have clean water, but they can participate in a new economy
in terms of operating and monitoring the boxes. All right, Cyrix, all the way from Australia. So, Marcus, why did you choose this startup? Well, I think this is very much a regenerative project. It's about rewilding and rebuilding local communities. It's taking on a huge challenge, which is water scarcity and pollution. And just like Ulysses, the first award winner we saw, which was using robots to restore the seabed with seagrass, this is giving nature a helping hand. And it looks like an industrial facility, but it's still very much a nature-based project. It's using the superpowers of microbes, of plants, to provide clean water and also give local communities a bit more autonomy and self-reliance. Once again, if you want to vote for Syrinx, here's the QR code. We're going to hear from our next award winner. It's called Rise, and they're based in Singapore and also active in India, where we caught up with Dhruv. He's the startup's founder. Rise is essentially a platform that's looking to rewire how the business of agriculture works by engaging with farmers, educating farmers, and incentivizing farmers to transition to more sustainable practices so that we can decarbonize rice cultivation. And so why is rice cultivation a challenge, a problem for the climate? Yeah, great question. So, through traditional practices that have been passed down over the decades, farmers have, traditionally flooded the fields. And this leads to, an anaerobic process through which there's a lot of methane emissions that happen. And this is not a well-known fact. The reality is that the amount of methane that gets produced during rice cultivation adds up to as much, if not more, than the methane emissions from civil aviation globally. So it's a fairly significant carbon footprint that really needs immediate action. I see. I didn't realize that. So how do you help farmers reduce their emissions? Yeah, the interesting thing is there's enough technology that's available around the world. Over the last decades, a lot of institutes have really, identified sustainable practices, higher quality inputs. The challenge or the obstacle is the farmers don't have a real incentive to adopt new technologies. So our focus is to drive better education, awareness. We provide inputs to farmers. We incentivize farmers to adopt these better practices. We educate them, handhold them through the season, and get them across the line such that they don't actually have any negative impact. In fact, they see a positive upswing in terms of the yield, the better pricing, and access to high quality inputs on credit. Oh, I see. And what sort of practices do they have to adopt to decarbonate their cultivation? Yeah, there's some really exciting and simple practices that I can share. There's something called AWD, which is alternate wet and dry, where farmers essentially need to dry their fields for a minimum of 1 to 2 drying events per season, which can last about 8 to 10 days. And through each of these drying events, essentially the bacteria that's responsible for this methane production, dies. And so it takes a lot of time for it to build back up when the farmers flood their field. And that can give us minimum 50 to 70% reduction depending on number of drying events per season per field. I see. And what is the business model for Rise? The way we operate is we essentially look at every smallholding farmer as kind of our sum total of our business, right? So we're looking at providing inputs to farmers on credit for the season. So we help curate the best input packages. And because we're providing the inputs, we're able to buy in bulk and make a margin ourselves on the inputs. We do this while offering 0% interest lending through actual physical inputs. We also provide farm mechanization as a service. So we're actually able to also improve access to mechanization such as land leveling services, combine harvesters, and also we help farmers get better prices because we connect them directly to millers and off-takers. And so we're actually helping improve the entire value chain, become more efficient, bring better price discovery for farmers. And in the process, we're also able to make a decent margin to sustain ourselves. Okay, that makes a lot of sense. So
Where are you now, and what is next for Rise? Yeah, I think our focus is essentially to, create enough of a footprint so that we can bring sustainably grown rice as a category to consumers eventually through our brand partners, our offtake partners, millers, and large brands. So we are working really hard within the ecosystem to, on one hand, build scale in our operations in Vietnam and Indonesia, and work with offtake partners as well as carbon credit buyers. So the category of sustainably grown rice becomes well recognized and is an asset class that everyone wants to invest into because it's good for the climate, it's good for the food systems, and that's our focus. We will also look at expanding to potentially one new market over the next maybe 12 to 18 months. Who would have thought that rice cultivation would create an environmental problem? Why did you choose this solution, Marcus? Well, first of all, I was very surprised to realize that this was a problem. So it's great to discover new solutions, but it's also very interesting to hear about new problems. The carbon impact of rice growing is obviously massive, as Dhruv said, and anything that can reduce that is very welcome, bearing in mind that these emissions are methane. Methane doesn't stay in the atmosphere as long as CO2, but it has a huge impact. So anything that works with local communities to reduce methane emissions is a very quick win for a lower carbon world. All right, if you want to vote for a Rise tackling, as we said, methane emissions, you can use this QR code. We're now going to hear from our next award winner here live on stage, Philip Schmidt from Social Cooling. Please join us. Philip, welcome. Hello, thanks a lot for having me. The floor is yours. You have 3 minutes. Thank you. So, hello everyone. As already mentioned, my name is Philip and I'm the founder and the CEO of Social Cooling, and we develop accessible air conditioners for your offices. So I guess if you're working in an organization or you're a business owner, you already thought it's time to finally install air conditioners in your offices. But you always have the same struggles, meaning too complex installations. You have also maybe too high operating costs, and it's not aligned with your sustainability goals. I mean, you have the super high electricity consumption in one hand, and also the refrigerants that are super toxic and pollutant. So we thought it's time to change this, and we developed an air conditioner that is completely plug and play. What does it mean? It means no installation, no exhaust hose, and also no outdoor unit. At the same time, it consumes up to 40% less electricity than traditional one. This doesn't even only make it cheaper, but also more eco-friendly, and we use a completely natural refrigerant. So I guess many of you are asking yourself now the question, how we do it. So here on the one hand side, you can see how traditional air conditioner works. Their problem is that they dissipate the heat outdoors when it's the hottest. The hotter it's getting outside, the more energy is needed. And then they create even heat islands, urban heat islands, which is worsening this problem again. So it's a vicious circle. What we are doing is we change this entire heat dissipation cycle. So we absorb the heat during the day, we store it inside of our devices by using our own developed phase-changing material, and we release it over the night for latent heat, and this is why we go to offices, because in the night we don't need the cooling anyways. So this is our team. In total, we have like over 45 years in product development. We have 30 plus patents, a university professor, 6-time founders with successful exits. And we are very happy to say that we already have valuable partnerships from supercomputer to the United Nations Development Programme. Today, I'm very happy to announce also that we are starting our pilot test the 1st of June 2025 with municipalities in Austria, Luxembourg, and also in Germany, and also we have a corporate program. And for this, I happily invite you. We have 2 more slots left for August. If you want to test our product, either for 2 or 4 weeks, feel free to scan the QR code, reach out to us, and we are happy to talk about it with you. So what is in the final MVP we have already? We have completely plug-and-play function, less electricity consumption, and it's an integrated air purification method inside. So with this, thanks a lot.
Thank you very much, Philip. With the Terra Breeze, I can already tell why you like this innovation. Yeah, absolutely. There's a lot to like about this, and it shows one thing we particularly like in that a technology that's been around for decades, there's still room for disruption, there's still room for massive improvement. Maybe somebody will do the same thing with printers in the office one day, so they won't be this great big huge ugly thing. They're doing the same with air conditioners. I saw a previous talk you gave, Philip, where you talked about inspiration from historical techniques behind the Terra Breeze. Could you tell me a little bit about that? Yes, so this is actually how it started actually like 2 years ago. We were inspired by just like evaporative cooling mainly. So we are talking here about latent heat. It's really like changing the state of a solid to liquid to a gas form. And this is what was used a lot, for example, in India and also in ancient Persia. And this is what gave us the entire idea. We do not work with like just heating up the room, cooling it down, but we use this latent heat. And this was the main inspiration. And this is how social cooling was created. That's fascinating. Now, how long do you think before this is available on the market? We are now entering for the MVP in June 25, and we are starting the pre-orders in July 25. So for 26, we will be there. Okay, you saw it here first. Philip, thank you so much. And time for your award. Thanks a lot. Congratulations. And please maybe step forward so we can take a picture. Thank you very much, Philip. Such a cool and innovative solution. In every way. Thank you. In every way, indeed. And we'll see each other in just a few minutes. All right, so, eh bien, c'est tout simplement l'heure de la pause. On se retrouve dans 20 minutes ici dans l'amphithéâtre pour la suite du programme. Encore 4 lauréats à découvrir. Vous le savez, des startups innovantes qui méritent toute votre attention, des débats passionnants, notamment aussi autour de la biodiversité et un entretien exclusif avec Armelle Arroux et Romain Troublé. On se retrouve dans 20 minutes. Merci beaucoup.